Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le délai de 60 jours pour l'organisation de la présidentielle s'est ouvert. Michel Sleiman veut que son successeur soit un candidat consensuel qui adhère à la déclaration de Brabda. La guerre en Syrie au cœur du sommet annuel de la Ligue arabe. L'opposition veut le siège de Damas, alors que l'Arabie saoudite appelle à un changement dans l'équilibre des forces sur le terrain. Malaysian Airlines, les États-Unis déploient un système de localisation extrêmement puissant en attendant la reprise des opérations de recherche suspendues en raison d'une mauvaise météo. Et à suivre également dans ce journal, le scandale de la NSA. Barack Obama prépare un plan législatif pour mettre fin à la collecte massive et controversée de données téléphoniques. C'est aujourd'hui que s'ouvre le délai de 60 jours pour l'organisation de la présidentielle. L'occasion pour Michel Sleiman de réaffirmer pour la énième fois que la prolongation de son mandat est hors de question. Dans des propos au quotidien Al-Mustakbal, le chef de l'État dit espérer que son successeur sera élu dans les délais constitutionnels, qu'il sera un président consensuel et qu'il adhérera à la déclaration de Brabda. Alors que son mandat arrive à son terme, Michel Sleiman multiplie les appels à l'édification d'une stratégie de défense nationale et au retrait des combattants du Hezbollah de Syrie. Il a par ailleurs appelé à une nouvelle séance du dialogue national prévue le 31 mars prochain. Pour sa part, le patriarche maronite appelle à organiser le premier tour de l'élection présidentielle le plus rapidement possible. Un premier tour nécessaire, selon lui, pour avoir le temps de choisir un président capable d'assumer ses responsabilités. Dans son sermon à Abkelké à l'occasion de la fête de l'Annonciation, Marbchar al-Rahi a indiqué que le Liban traverse des crises difficiles car il est au seuil de ce scrutin électoral. Il a enfin exhorté les partis à dissocier le Liban des troubles régionaux et internationaux, estimant qu'il est temps de mettre fin au chaos politique, économique, social et sécuritaire dans le pays. L'absence de loi protégeant les femmes fait une nouvelle victime. Rakia Monzer, 24 ans et enceinte, a été tuée par son mari jeudi dernier à Boj el Barajneh, en banlieue de Beyrouth, pour avoir voulu divorcer. Selon l'ONG CAFA, engagée dans la lutte contre la violence domestique, l'homme a été arrêté. Le médecin légiste a publié un bref rapport, mais ne mentionne pas les ecchymoses sur le corps de la victime. L'ONG précise par ailleurs que la famille de la jeune femme a demandé que son corps soit exhumé et réexaminé. Et puis une Syrienne de 40 ans, Mariam El Khaouli, s'est immolée ce mardi devant le bureau de l'UNRWA à Tripoli, au Liban Nord. Des témoins lui sont venus en aide, tentant d'éteindre les flammes. Si les raisons de cet acte sont inconnues, les médias indiquent que la femme s'est immolée pour protester contre le peu d'aide accordée aux réfugiés syriens au Liban. Elle a été transportée à l'hôpital Al-Salam. Pour la troisième année consécutive, le conflit en Syrie s'invite au sommet de la Ligue arabe qui s'est ouvert ce mardi au Koweït. La réunion annuelle des 22 nations devrait voir un accord se concrétiser sur l'augmentation des ressources humanitaires. Des centaines de milliers de réfugiés pèsent très lourd sur les pays voisins qui doivent les accueillir dans des conditions parfois très précaires. Pour Riyad, la crise syrienne a atteint des proportions catastrophiques qui nécessitent un changement dans l'équilibre des forces sur le terrain. De leur côté, les chefs de l'opposition syrienne comptent pousser les pays arabes à accepter la livraison d'armes sophistiquées aux rebelles. Ils font aussi pression pour hériter du siège de Damas au sein de la Ligue arabe. Et le secrétaire général Nabil El-Arabi a prévenu que ce siège restera vacant jusqu'à ce que l'opposition parachève l'établissement de ces institutions. Et puis direction l'Égypte qui continue de régler ses comptes avec les frères musulmans. Deuxième jour du procès des membres de la confrérie du président déchu, Mohamed Morsi. 700 partisans sont jugés ce mardi, dont le guide suprême Mohamed Badia. Les avocats de la défense boycottent cette audience et veulent faire récuser le juge. Ce même magistrat qui, la veille, a prononcé une sentence qui a provoqué un tollé, 529 personnes condamnées à mort. Colère des familles des accusations, mais aussi condamnation de la communauté internationale pour qui ce verdict viole le droit international. Selon les experts, il sera probablement annulé ou les peines commuées parce que le tribunal n'a respecté ni la procédure ni les droits les plus élémentaires de la défense. Dans un instant, le point sur la décision du G7 d'exclure la Russie de leur prochain sommet. A tout de suite.
Retour sur le plateau d'info de Futur TV. Les recherches de l'avion de Malaysia Airlines se concentrent désormais sur le couloir sud qui s'étend de l'Indonésie au sud de l'océan Indien. Mais elles ont été freinées pour le moment en raison de mauvaises conditions météo. Les États-Unis ont envoyé sur place un système de localisation extrêmement puissant qui peut détecter les signaux d'une boîte noire jusqu'à 6000 mètres de profondeur. De nombreuses questions restent encore en suspens sur les causes de la disparition du Boeing 777. L'appareil avait décollé le 8 mars de Kuala Lumpur à destination de Pékin avec 227 passagers et 12 membres d'équipage à bord. Plus de la moitié des passagers étaient chinois. La Russie souhaite garder le contact avec les États membres du G8. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de Vladimir Poutine au lendemain de la suspension de Moscou après l'annexion de la Crimée par la Russie. Hier, les dirigeants du G7, à savoir les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie, ont suspendu la participation de la Russie au prochain sommet du G8 qui devait avoir lieu à Sochi en juin. À sa place, un sommet A7 aura lieu à Bruxelles. Ce sera la première fois depuis son entrée en 1998 que Moscou est exclu du sommet annuel de ce club des 8 grandes puissances mondiales. Un mot à présent sur le scandale de la NSA, l'agence américaine de sécurité nationale. Barack Obama s'apprête à proposer au Congrès de mettre un terme à la collecte massive et controversée des écoutes téléphoniques. En janvier, le président américain avait exposé une réforme des pratiques de surveillance de la NSA, dévoilée par son ancien consultant Edward Snowden. Le chef de la Maison-Blanche a notamment promis que les services secrets américains ne pourraient plus espionner les dirigeants de pays amis ou alliés. Il a également proposé de modifier les règles de collecte des données téléphoniques des Américains. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi, la capitale afghane en état d'alerte avant la présidentielle du 5 avril que les talibans ont menacé de perturber via une série d'attentats et d'assassinats. Des kamikazes et des hommes armés ont lancé une attaque contre un bureau de la commission électorale situé près du domicile d'un des candidats. Il y a eu 2 explosions suivies d'une fusillade sans faire de victimes. La bataille s'intensifie pour éviter la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. En Guinée, l'OMS recense 61 morts depuis janvier. Au Libéria voisin, il y a eu 5 décès sur 6 cas suspects. Ces personnes venaient de Guinée pour se faire soigner. Des kits de protection ont été acheminés en Guinée pour lutter contre ce virus hautement contagieux et mortel qui provoque une fièvre hémorragique. À ce jour, il n'existe aucun traitement. Seules des mesures préventives peuvent empêcher sa propagation. Et puis un flot de miel a entraîné la fermeture de 4 voies d'une autoroute de Los Angeles en Californie. Un camion transportant près de 20 tonnes du précieux nectar s'est renversé sans faire de blessés. Mais il aura fallu plusieurs heures aux autorités pour tout nettoyer. Tout de suite, c'est l'interview du jour avec Serge Berberier, son invité. Bonsoir Nour, bonsoir Maya Khadra, merci. Bonsoir Serge. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Vous venez pour nous raconter un peu votre parcours dans le monde de la littérature, de l'écriture. Vous signez ce vendredi 2 ouvrages, vos 2 premiers ouvrages, Moi en sépia et Dernier jour d'une nymphomane. On va peut-être commencer tout d'abord par votre premier ouvrage, Moi en sépia. Moi en sépia. Oui, justement, en fait, pourquoi justement ce titre, Moi en sépia, la couleur qui donne en tout cas le ton de votre recueil? Voilà, le sépia en fait c'est une couleur un peu à cheval entre le noir, entre le blanc, et c'est pour moi, et universellement c'est reconnu comme la couleur des souvenirs et la couleur du passé. Et moi, je trouve que toute personne, enfin surtout moi parce que je suis hypersensible, nous existons dans une double dimension du passé. Il y a le passé qu'on a vécu, qui a été traversé par des moments pénibles parfois par des moments heureux. Et il y a une autre dimension du passé qui est celle qu'on ignore, celle qui est un peu empreinte par ses réminiscences, par ses souvenirs de bonheur perdus. Bon voilà, donc Moi en sépia, c'est... un passé qui nous rattrape aussi quelque part, d'une certaine façon. Oui, oui, évidemment. Donc Moi en sépia, ça relate un peu toutes mes expériences et pénibles et heureuses vécues pendant mes premières années de 20 ans, donc de 19 à 23 ans. Justement, il faut le signaler, vous avez 24 ans. J'ai 24 ans. À 24 ans, une femme au Moyen-Orient vous étalez votre vie, justement. Privée, ma vie privée. Votre vie privée, c'est un défi en tout cas pour une jeune femme comme vous. Ça dépend. Enfin, pour moi, ce n'est pas un défi parce que je n'ai pas le complexe de la vie privée. Je trouve que la souffrance est universelle. Et si jamais je parle de souffrance, ça devrait atteindre n'importe quelle personne.
qui passe par des moments un peu lugubres, un peu mornes. Bon, voilà. On dirait que vous n'avez pas de censure, pas de tabou, vous dites les choses de façon très crue. Pas toujours. En fait, je dis les choses un peu d'une manière crue dans ma nouvelle, Dernier jour du nymphomane, et non pas forcément toujours dans Moi en sépia. Moi en sépia contient quelques poèmes où l'expression est voilà, sans vergogne, crue, qui se libère de tout déguisement, mais ce n'est pas toujours le cas, non. Si mais vous avez vrai, en tout cas un poème que vous retenez, ce serait lequel? Un poème que je retiens. Enfin, il y en a plein, mais ce sont peut-être les poèmes qui ont été écrits après une rupture amoureuse qui a été un peu très atroce pour moi. Voilà, Aime-moi d'un amour communiste, La diététique de l'amour. Il y a plein de poèmes que j'ai retenus, qui sont toujours dans ma mémoire. Et est-ce qu'on arrive justement, est-ce que c'est une cure, une forme de cure justement? Voilà, oui, l'écriture pour moi a toujours été une forme de catharsis. Je purge mes passions, mes souffrances. Est-ce qu'on se libère justement? On se libère, oui, voilà, c'est pour cela que mon écriture est thérapeutique. Voilà. Ça me libère de beaucoup. Peut-être une thérapie aussi à vos lecteurs. Nous allons passer, parce que le temps en tout cas presse, là, on va passer à votre deuxième ouvrage, Dernier jour du nymphomane. Déjà, un titre choc. Un titre qui choque dans une société où le meurtre ne choque pas, où l'impunité est toujours de mise, où il n'y a pas de loi, par exemple, qui protège la femme de la violence domestique. Et ben, on l'a vu aujourd'hui d'ailleurs. On l'a vu avec Rakia qui vient de décéder, malheureusement. Roulaya Aoub également. Et Roulaya Aoub, voilà, et plein d'autres femmes. Ce n'est pas la nymphomanie qui choque. La nymphomanie, c'est un cas pathologique, peut-être qui est généré par le poids des tabous dans nos sociétés orientales. L'histoire d'une prostituée pendant les années de guerre. Justement, comment prétendez-vous justement évoquer ce sujet alors que vous n'avez que 24 ans On me pose toujours cette question en fait. Et moi, je pars de la conviction que chacun de nous a une partie un peu sombre dans son affect qui est empreinte par les images de la guerre. On a vécu, moi j'ai grandi avec l'idée de la guerre, à écouter les racontars de papa, de mon grand-père. Quelle image retenez-vous de ces femmes du temps de guerre? Il y avait les femmes qui luttaient, mais il y avait aussi les femmes victimes. Et les femmes sont toujours des victimes. Et là, ma nymphomane, mon personnage nymphomane, est une victime des violences de la guerre. Voilà. Pendant ce mois, en tout cas, le mois de la femme, le mois de mars, en tout cas, quels sont, en tout cas, vos commentaires un peu? Comment voyez-vous l'évolution, justement, de ces printemps arabes, ces printemps des femmes au Moyen-Orient? Ce n'est pas demain la veille. Moi, je ne suis pas très optimiste, mais je trouve que le paysage au Liban n'est pas aussi sombre que ça. Parce que le 8 mars dernier, il y a eu la marche au musée national, donc il y avait plein de gens, il y avait des femmes à CAFA, à plein d'organisations qui luttent pour les droits de la femme qui étaient là, qui ont fait la marche, et ça donne beaucoup d'espoir, puisque ça montre un peu l'état de mosaïque du Liban qui est là, tout uni pour une même cause, qui est celle des femmes. Un dernier mot à nos téléspectateurs, il nous reste quelques secondes, Maya. Je vous invite cordialement à venir à la signature de mes 2 ouvrages, et ce, le vendredi 28 mars, de 4 à 8. Tout à fait, il faut le souligner. Histoire Géo. Histoire Géo, Art Héritage, Concept Store, voilà, rue Zahrat Hassan Ashrafieh. Oui. Maya Khadra, merci. Je vous remercie à vous. D'être venue sur notre plateau, c'était rapide, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. Merci à vous, et merci à vous de nous avoir suivis. C'est à vous, Nour, pour le rappel des titres. Oui, merci Serge. Tout de suite, les titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le délai de 60 jours pour l'organisation de la présidentielle s'est ouvert. Michel Sleiman veut que son successeur soit un candidat consensuel qui adhère à la déclaration de Brabda. La guerre en Syrie au cœur du sommet annuel de la Ligue arabe. L'opposition veut le siège de Damas alors que l'Arabie appelle un changement dans l'équilibre des forces sur le terrain. Malaysia Airlines, les États-Unis déploient un système de localisation extrêmement puissant en attendant la reprise des opérations de recherche suspendues en raison d'une mauvaise météo. Et puis, scandale de la NSA, Barack Obama prépare un plan législatif pour mettre fin à la collecte massive et controversée de données téléphoniques. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez évidemment nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.